Bonjour à tous et bienvenue en cette rencontre. Même cette année, nous avons la chance d'avoir ici au meeting, d'avoir un témoignage des hauts niveaux. On peut dire de la nouvelle découverte de cette année. On peut dire dans ces cas la plus grande découverte de ces siècles. Je crois de ne pas être démenti en disant ça. L'univers n'arrête jamais de nous surprendre. Et nous, qui nous sommes intéressés à la réalité selon tous ces aspects, nous sommes contents de nous faire surprendre, même quand les signaux sont pas trop perceptibles, quand on verra après, à la limite de l'imaginable. Parce que même les signaux les plus faibles peuvent amener une chose encore plus grande, un signe encore plus grand. Il y a un bien pour nous, même dans ce dialogue avec ce toi, avec le T minuscule qui est l'univers, qui est la nature. L'univers physique qui révèle l'ordre profond qu'il y a en soi, à travers des signes très délicats, comme ceux qui nous entendrons aujourd'hui. Ça fait 100 ans depuis quand Einstein a publié sa théorie générale. En cette année, le 11 février, le responsable de la coopération LIGO, un interféromètre très sensible à apprendre, ils nous ont donné la nouvelle qui est notre instrument, outil. Il a relevé pour la première fois les ondes gravitationnelles. C'est une découverte très importante pour une confirmation très importante de la théorie de la relativité. Et elles nous disent, entre autres, que la gravité peut assumer la forme d'une onde comme celle de la lumière. Et donc nous rend possible le rapport avec des choses que nous ne pourrions pas connaître autrement. Donc c'est comme si elle nous ouvrait une nouvelle fenêtre sur l'univers. C'est une nouvelle lumière. Cette nouvelle lumière demande des nouveaux yeux pour être vue, des nouveaux instruments. C'est comme ça que s'ouvre un futur de nouveaux développements qui verra naître de nouvelles technologies, non pas seulement faites sur la Terre, mais également dans l'espace, comme nous entendrons plus tard. Et encore une fois, l'Italie est au premier plan dans le développement de ces technologies. Comme nous raconterons tout à l'heure nos invités, je vous les présente. Tout d'abord, nous avons avec nous un des plus grands responsables scientifiques de la collaboration LIGO, une protagoniste sur le champ de cette découverte qui s'appelle Laura Cadonati. Laura si occupa di astrofisica. Elle s'occupe d'astrophysique des ondes gravitationnelles. Elle a eu et elle continue à avoir un rôle de leadership dans cette collaboration LIGO, non seulement pour ce qui concerne la découverte des ondes, mais pour tout le parcours qui a porté à cette découverte. Elle s'occupe de la mesure, de la caractérisation et de l'interprétation des ondes gravitationnelles de brève durée, celles qui sont produites par des événements cataclysmiques comme la collision de trous noirs, l'explosion de supernovas et choses de ce genre. Elle s'est diplômée à l'université de Milan en astrophysique, donc je suis très heureuse de la retrouver. Puis elle s'est transférée aux États-Unis. Elle a pris un doctorat à Princeton, puis un postdoc à l'MIT. Elle était professeure à l'université de Massachusetts et maintenant
Elle enseigne près d'une école d'astrophysique au Princeton Institute aux États-Unis. Elle fait partie de la communauté américaine de l'American Society des physiciens. Elle s'occupe de l'analyse des données de LIGO et elle a déjà eu des prix pour ses analyses. Et au-delà de tout ça, elle est même mère de 3 enfants. Excusez-moi si c'est peu. Je présente aussi notre autre speaker. Il y a avec nous la personne qui, pour sa vision scientifique et pour la responsabilité qu'il a, est la personne qui, plus que tout autre, peut nous indiquer la perspective que cette découverte ouvre pour le futur et pour les nouvelles générations, que ce soit en Italie ou à l'étranger. C'est Robert Battiston. Son champ de recherche est l'étude de la physique fondamentale à travers des expériences qui se font grâce à des accélérateurs de particules ou des expériences aussi qui se font dans l'espace grâce à des interféromètres qui récupèrent les radiations cosmiques. Ceci l'a porté à avoir un rôle de leadership scientifique dans l'AMS, qui est un laboratoire en orbitation, qui étudie les rayons cosmiques et qui est attaché à la Station spatiale internationale. Les résultats qu'ils ont obtenus ont ouvert à des découvertes scientifiques importantes. Il a étudié à Paris, il a enseigné à Perugia et aussi dans l'université de Trento. Il a recouvert de nombreux rôles de responsabilité, que ce soit dans l'INFN que dans l'ASI. Et depuis 2014, il a été nommé président de l'Agence spatiale italienne. Et en plus de tout cela, il est père de 4 enfants. Et maintenant, je laisse la parole à nos invités, à commencer par Laura. Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs, en particulier le professeur Bersanelli, pour m'avoir invité à ce meeting. C'est un honneur pour moi de revenir en Italie et de présenter ma collaboration LIGO et Vigo et de vous parler des ondes gravitationnelles qui ont été formées par la collision de 2 trous noirs. C'est une découverte que nous avons découverte en février, 100 ans après que Einstein a publié sa théorie de la relativité générale. Nous avons ensuite eu un autre signal il y a 2 mois. J'aimerais vous introduire tout d'abord à qu'est-ce que sont les ondes gravitationnelles et pourquoi est-ce que cette découverte est très importante. Parce que de nombreux scientifiques ont dédié toute leur carrière à leur révélation. Je vous dirai ensuite qu'est-ce qu'est LIGO et je conclurai avec les perspectives pour le futur. Imaginez-vous de regarder le ciel dans une nuit limpide l'été avec une vue très précise, très aiguë. Ça, c'est une image à champ très profond qui nous vient du télescope spatial Hubble qui orbite autour de la Terre depuis les années 90. Si vous regardez de façon très attentive, vous pouvez voir des galaxies qui sont lointaines 10 milliards d'années-lumière. Ça, c'est l'image la plus précise que nous avons en optique, que nous pouvons voir avec nos yeux.
C'est l'image de l'univers la plus précise que nous avons. Tout ce que nous savons de l'univers est basé sur la radiation d'ondes magnétiques, donc l'infrarouge, les rayons X, les rayons gamma. Maintenant, nous savons que l'univers n'est pas stationnaire, mais il est dynamique. Il y a des étoiles qui explosent, des galaxies qui se fusionnent, des événements cataclysmiques qui relâchent énormément d'énergie. La force de gravité explique comment est-ce que les planètes orbitent autour des étoiles, comment les étoiles bougent dans les galaxies et comment les galaxies bougent une par rapport à l'autre et parfois comme elles collisionnent. Il y a beaucoup de questions vertes. Qu'est-ce que la matière obscure, par exemple, la matière noire? Qu'est-ce que sont ces trous noirs dont parle Einstein? Comment explosent les étoiles? Qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers instants après le Big Bang? Il y a énormément de questions que nous ne connaissons pas encore et mes collaborateurs de la communauté scientifique veulent trouver des réponses à ces questions. La force de gravité est au centre de la théorie de la relativité générale qu'a formulée Einstein il y a environ 100 ans. Il n'était pas satisfait, Einstein n'était pas satisfait par la théorie de Newton que deux objets, qu'une masse s'attirent par force de gravité. Ça, c'est une chose que nous apprenons au lycée. Mais qu'est-ce que cette force? On ne sait pas. Pourquoi est-ce que deux masses doivent s'attirer? Et qu'est-ce qui se passe si qu'est-ce qui se passerait si le Soleil devait s'éteindre soudainement? Nous savons que nous aurions l'information environ 8 minutes après que ça se passe. Mais quelle est l'information que nous avons sur les trous noirs, sur les planètes, etc.? Pour répondre à cette question, Einstein a redéfini la gravité, non pas comme une force mystérieuse entre deux masses, mais comme la conséquence du fait que l'espace n'est pas plat. Il n'est pas rigide, mais il est déformé par des objets qui ont une grosse masse. Ce que vous voyez dans cette image, c'est une représentation de l'espace en deux dimensions, comme le voyait Einstein, comme l'a imaginé Einstein. Imaginez-vous que l'espace est une feuille souple et le fait qu'ont les étoiles sur cet espace, les trous noirs, c'est de le courber. Comme vous pouvez voir dans l'image, certains objets, nous les voyons avec leur lumière, comme l'étoile. D'autres sont obscurs, donc nous ne les voyons pas. Mais si vous voyez de façon attentive, il y a un entonnoir sur l'image, une espèce de trou d'entonnoir. Ça, c'est un trou noir. C'est un fossé qui se creuse dans l'espace tellement profonde que même la lumière n'arrive pas à en sortir. C'est une description mathématique. Et donc, la raison pour laquelle la Terre est attirée par le Soleil, c'est qu'elle bouge sur un espace qui n'est pas plat, mais courbé. Et donc, la matière déforme l'espace et la courbature de l'espace détermine la matière elle-même. Ça, c'est la façon de décrire la gravité qu'a inventé Einstein. De là vient la formation d'ondes gravitationnelles. Qu'est-ce que ce sont que ces ondes? C'est une perturbation des petites vagues dans cet espace-temps qui sont produites lorsqu'il y a un rapide changement de forme et de direction de la masse. Pensez deux trous qui se fusionnent. Il y a ces deux entonnoirs qui se fusionnent en un seul et ça crée une perturbation. Si vous jetez un caillou dans l'eau, la surface de l'eau se perturbe. C'est la même chose avec les ondes gravitationnelles. Il y a un gros objet, une grosse catastrophe qui perturbe l'énergie, qui relâche de l'énergie et perturbe l'espace-temps. Et cette perturbation se propague avec la vitesse de la lumière.
Ça, Einstein l'avait prévu en 1916 et nous l'avons vu pour la première fois en 2016. La façon dont nous pouvons voir ceci, si vous pensez à un tissu souple, l'effet que ça a, c'est de changer la distance entre deux points sur le tissu s'il y a une perturbation. Donc, de la même façon, nous réussissons à percevoir les ondes gravitationnelles parce que nous voyons que la distance entre deux objets change. La chose que j'aimerais souligner, c'est que lorsqu'Einstein avait prévu les ondes gravitationnelles, il avait fait quelques calculs avec ses crayons, ce stylo, et il avait prévu que c'était la déformation que provoquaient ces ondes gravitationnelles dans l'espace était trop petite pour être relevée. Et là, il avait tort, parce qu'Einstein disait c'est vraiment comme ça qu'adviennent les choses, mais nous n'avons pas assez de précision pour les relever. Mais 100 ans après, nous avons réussi à relever cette perturbation. Alors là, dans l'image, vous voyez un exemple de deux corps. Par exemple, imaginez que ce sont deux trous noirs qui tournent un autour de l'autre et ils déforment l'espace autour d'eux. Ça, c'est le phénomène qui est le plus compréhensible qui est à la base des ondes gravitationnelles. Et donc, ça vient de cette circulation, de ce mouvement circulaire de deux objets qui ont une très grande masse. Et il crée donc cette perturbation qui se propague vers l'extérieur. Maintenant, je vous fais voir un petit film qui raconte l'histoire de l'onde gravitationnelle. Alors, le 11 février 2016, ma collaboration scientifique a découvert les ondes gravitationnelles qui ont été produites il y a environ 1,3 milliard d'années. Lorsque les premières formes de vie étaient en train de se former sur la Terre. À l'époque, deux trous noirs se sont rapprochés tellement qu'ils ont fusionné et ils ont relâché énormément d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Ce que vous voyez dans le film, c'est une simulation de l'effet de déformation de la lumière produite par des étoiles qui se situent derrière les trous noirs. Là, vous voyez les deux trous noirs qui se rapprochent. Les étoiles ne se bougent pas, mais la façon dont l'espace-temps est modifié change la déviation de la lumière. Il n'y a aucun télescope qui peut voir cet effet. Ce que nous voyons au contraire, c'est la production d'ondes gravitationnelles. Ce sont les courbes vertes que vous voyez dans l'image. Et lorsque les deux trous noirs fusionnent et explosent, vous voyez donc ces ondes gravitationnelles qui se propagent, qui voyagent à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Et ça s'est passé il y a 1,3 milliard d'années. Et ce burst, cette perturbation est arrivée jusqu'à nous. Elle a écrasé la Terre, elle l'a modifiée, comme vous avez vu maintenant dans l'image. Et ça, c'est un effet qui a été exagéré. Ça s'est passé en septembre. Et je pense que personne d'entre vous ne s'est senti dilaté et compressé. Ça, c'est parce que c'est un effet qui est vraiment très petit. Avant de vous dire combien il est petit, je vais vous expliquer comment nous l'avons relevé. Et là, j'introduis donc l'expérience LIGO que nous avons fait. Ça, c'est une photo avec une vue aérienne. Vous pouvez trouver cette image sur Google Earth. LIGO a cette structure en L et chacun des bras est long 4 km. Donc, allons voir comment ça fonctionne. L'idée à la base, c'est que nous avons un rayon laser qui est
divisé en deux bras perpendiculaires qui atterrissent sur des miroirs et sont reflétés. Ils font le parcours inverse et puis se fusionnent à nouveau pour aller collisionner sur un autre miroir. Lorsque les deux rayons se recombinent, se refusionnent, les deux signaux s'annulent. Donc, si les images sont arrêtées, à la sortie, on n'a pas de lumière. Si, au contraire, il y a une différence de parcours, la manière dont l'interférence entre les deux rayons change et donc nous observons une image différente. Donc, nous pouvons relever le passage des ondes gravitationnelles en regardant l'image des rayons recombinés que nous observons. Donc, ce que nous allons voir à la fin, ce que nous mesurons, c'est de combien ont bougé les miroirs à cause des ondes gravitationnelles. Mais il y a énormément de choses qui peuvent faire bouger des miroirs, donc c'est vraiment difficile. Imaginez que ceci est un atome d'hydrogène. Vous voyez le diamètre d'un électron est d'un 1 angstrom, donc 10 à la puissance moins 10 mètres. Là, nous sommes en train de zoomer et nous sommes en train d'aller voir la dimension du proton qui est 10 à la moins 17 mètres. Et puis, nous rentrons encore plus et nous faisons un zoom de 10 à la puissance moins 18 mètres. Et ça, c'est la mesure que nous avons relevée, c'est de 1 millième la mesure du proton. Il y a énormément d'effets qui peuvent faire bouger des miroirs. Il y a des éléments sismiques. Et donc, nous avons dû construire cet instrument hyper précis, hyper sensible. Ça, c'était la partie difficile de l'expérimentation. Donc là, vous voyez où sont les deux révélateurs américains. Il y en a un à Washington, il y en a un dans le désert et un dans la Louisiane. Et l'important, c'est de les positionner dans des endroits presque isolés, loin de la population. Ils sont éloignés de 3000 km, 33 000 km. Et donc, au maximum, on peut avoir 10 millisecondes de retard dans le signal relevé sur un des deux révélateurs et l'autre. Et ça, c'est très important parce que toutes les autres causes ne peuvent pas avoir aussi peu de différence. Donc, nous avons fait différents upgrades de cet instrument qui a commencé à prendre des données en septembre 2015. Comme vous pouvez imaginer, construire un instrument de cette précision n'est pas un objet d'un effort individuel. Je suis membre d'une collaboration scientifique qui comprend environ 1000 scientifiques, ingénieurs, techniciens. Chacun avec sa propre expertise, sa propre habilité. Il y a des experts de sciences des matériaux, en électronique, en astrophysique. Chacun a apporté ses propres compétences. Nous sommes distribués sur 80 instituts et ceux-ci sont les différents logos des instituts auxquels nous appartenons. Au niveau mondial, il y a 16 collaborations qui font partie de cette collaboration scientifique LIGO. Et une des choses pour lesquelles je suis fière d'être et que j'aime faire partie de cette
collaboration, c'est que le génie d'Einstein, ce qui a été le génie d'Einstein il y a 100 ans, 30, 40 ans, il y a 30, 40 ans, pardon, il y a eu 3 scientifiques qui ont vu la possibilité de construire ce révélateur et d'obtenir ces mesures. Et ils ont convaincu ces milliers de scientifiques qui ont rendu possible cette chose vraiment. Donc, en partant du génie d'une personne, après la collaboration a impliqué des milliers de scientifiques. Ça, c'est un profil temporel de ce qui a été le premier... les premières observations de LIGO. Nous avons pris des données à partir du 12 septembre 2015 jusqu'au 19 janvier 2016. Le 14 septembre, nous avons relevé le premier événement. Nous n'étions pas tout à fait prêts, si je dois être sincère. Disons que ça a été un peu l'équivalent d'allumer l'instrument et de voir tout de suite le signal. Ça nous a un peu surpris. Après, en décembre, il y a eu un autre événement. Ça a été notre cadeau de Noël. Et donc, le 14 septembre et le 26 décembre, nous avons vu ces 2 événements très forts. Nous avons même vu un événement un peu moins fort le 15 octobre, qui est candidat. Et le signal que nous avons reçu vient de la collision des 2 trous noirs. Ce que vous voyez, c'est un graphique que nous avons extrait de l'article de notre première publication. Ça, c'est le premier événement avec lequel nous avons découvert les ondes gravitationnelles. Il y a différentes figures sur ce graphique. Dans la colonne de gauche, nous avons des données qui nous viennent du révélateur à la station de Washington State. C'est celui dans le désert. Et à droite, vous avez les données qui proviennent de celui en Louisiane, donc dans la jungle. Les 2 signaux sont des données filtrées. Nous avons enlevé les basses et les hautes fréquences. Nous avons donc fait un filtre de basse bande. Et dans la première, c'est ce que nous attendons de la collision de 2 trous noirs. La deuxième, c'est la simulation. On voit un signal qui grandit au fil du temps. Ça, c'est quand les 2 trous noirs tournent un autour de l'autre. Plus ils se rapprochent, plus l'intensité du signal augmente jusqu'à quand il fusionne et puis il y a un trou noir qui se relaxe. Ça, c'est une caractéristique typique des ondes gravitationnelles qui sont produites par la collision de 2 trous noirs. En regardant l'amplitude de ces ondes, nous avons pu estimer les paramètres des sources. Donc, combien les trous noirs étaient grands, s'ils étaient en train de tourner autour d'eux-mêmes, combien ils étaient lointains. Le dernier plot, nous avons les données et la simulation. Donc, et enfin, la dernière image, c'est un plan temps-fréquence. Donc, vous voyez cette grandeur au fil du temps de l'intensité du signal qui, à l'œil nu, nous dit ça, c'est le signal que nous attendons de la collision des 2 trous noirs. L'autre chose qui est importante, c'est que le signal est important dans les 2 révélateurs. Enfin, nous avons obtenu un signal important dans l'observation à partir des 2 révélateurs. Donc, dans la ligne de gauche, vous voyez le signal shifté de 7 millisecondes. Et ça, c'est une autre confirmation importante qu'on a vu le même signal.
La fréquence de ces signaux est une fréquence que l'on peut écouter avec notre oreille. Donc, ce que je veux vous faire voir maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si on prend ces signaux dont je vous ai fait voir les graphiques et on les met dans un speaker, dans un haut-parleur. Et je vais vous faire voir à quoi correspondent ces signaux pour les deux événements que nous avons relevés en septembre et en décembre. Je vais vous le faire écouter deux fois. D'abord avec la fréquence typique du signal et ensuite, pour faciliter l'écoute, déplacer en fréquence un peu plus haut, à une fréquence un peu plus haute. Écoutez. Ce que vous venez d'écouter, c'est le dernier cri de deux trous noirs qui ont fusionné un avec l'autre il y a 1,3 milliard d'années. Il y a 1,3 milliard d'années. Donc, pour la première fois, nous avons écouté le son de l'univers. Je dis écouter le son entre guillemets parce que ce sont des ondes gravitationnelles, non pas des ondes acoustiques. Mais nous avons ouvert cette nouvelle fenêtre sur l'univers. Elle nous apporte des autres informations par rapport à celles que nous avons déjà. Les ondes électromagnétiques nous donnent certaines informations sur l'univers. L'onde gravitationnelle nous donne un autre sens. Si vous pensez, notre perception de la réalité nous vient de l'écoute, nous vient de la vision et de l'écoute de la réalité. Nous regardions l'univers, maintenant nous pouvons l'écouter aussi. Donc c'est le début d'une nouvelle façon de faire l'astrophysique. Nous avons observé des trous noirs qui sont d'une grandeur d'environ 20-30 fois la masse du Soleil. Ça, au départ, nous ne le savions pas, mais dans ce graphique, vous voyez en violet les dimensions des trous noirs dont nous connaissions l'existence en utilisant des études qui se basent sur l'étude des rayons X. Personne ne croyait vraiment qu'il existait des trous noirs qui étaient 20, 30, 60 fois la masse du Soleil. Donc ça a ouvert un nouveau champ d'exploration. Nous avons déjà découvert que de nouveaux objets astrophysiques existent dont nous ne pensions pas l'existence. Ils ont des spins. On a de nouvelles informations, donc leur spin, comment ils ont été produits, etc. Donc ça ouvre vraiment un nouveau champ de recherche. LIGO n'est pas le seul projet qui s'occupe des ondes gravitationnelles. Pratiquement ici à côté, vous avez un autre révélateur qui s'appelle Virgo, qui est à côté de Pise. Nous collaborons de façon étroite avec Virgo. Cette collaboration apparaissait dans les slides tout à l'heure. Nous avons une grande collaboration sur l'instrumentation, sur les matériaux, sur l'analyse de données. Donc, nous sommes presque une seule collaboration. Virgo commencera à prendre des mesures des données vers la fin de cette année. Et donc, nous avons la perspective d'avoir bientôt 3 révélateurs. Puis, il y a un révélateur qui est en phase de commissioning et de construction au Japon, qui s'appelle Kagrin. Et nous espérons qu'avant 2019, ils pourront faire partie de notre collaboration aussi. Puis, il y a un projet pour installer un nouveau révélateur en Inde qui nous portera
avant 2023, à avoir 5 révélateurs dans notre collaboration. Donc avec 2 révélateurs, nous avons vu pour la première fois ce signal. Avec 5, nous pourrons avoir beaucoup plus d'espace, une zone de l'espace beaucoup plus grande. Alors, regardez cette image. Vous voyez les 2 événements que nous avons relevés et un candidat. Donc, l'événement de septembre, nous savons qu'il vient d'une certaine partie, il vient de l'hémisphère sud du ciel. C'est celui qui semble une espèce de banane. Mais avec seulement 2 révélateurs, nous n'avons pas énormément de précision. C'est pour ça qu'avoir 5 révélateurs, ça permettra d'avoir une information plus précise sur d'où proviennent ces signaux. L'événement de Saint-Stéphane, donc du 26 décembre, est la bande bleue. On a encore plus une incertitude sur la provenance de cet endroit, et le rouge, le signal qu'on a vu en octobre, est encore plus incertain sur sa provenance. Si nous avions eu Virgo, vous voyez, nous aurions réduit l'incertitude de l'endroit de provenance de ces objets. Vous voyez le point vert? On aurait eu beaucoup plus de précision. Et ça, c'est important de savoir d'où viennent ces événements, parce qu'une fois que nous déterminons d'où viennent ces événements, nous pouvons travailler avec nos collaborateurs astronomes et astrophysiciens de neutrons à haute énergie. Nous pourrions collaborer dans une multi-messenger astronomy, ça veut dire une astronomie qui se base sur beaucoup d'informations. Nous avons les ondes électromagnétiques, les ondes gravitationnelles, les neutrons, les neutrinos, qui nous donnent différentes informations. Mais il y a également d'autres révélateurs qui cherchent des ondes gravitationnelles à d'autres fréquences. Donc LIGO est sensible à des ondes gravitationnelles qui ont une période de l'ordre des millisecondes. Vous entendrez ensuite Robert Pattinson qui vous parlera de la possibilité de chercher des ondes gravitationnelles qui ont des périodes de l'ordre des minutes même. Mais il y en a également aussi qui ont des périodes qui vont des milliers d'années, des années aux dizaines d'années. Et puis, on parle même d'ondes gravitationnelles qui ont des périodes de billions d'années. Donc, peut-être que bientôt, nous pourrons faire une spectroscopie des ondes gravitationnelles. Donc, c'est un champ de découverte très excitant, une nouvelle fenêtre sur l'univers, et nous venons de l'ouvrir. Donc ça, c'est seulement le début. Cette découverte n'est pas un point d'arrivée, mais un point de départ. Et j'espère que dans les prochaines années, un de mes collègues pourra venir et vous parler des grandes découvertes que nous aurons faites grâce aux ondes gravitationnelles. Merci. Buon pomeriggio a tutti. Bon après-midi à tous. C'est un plaisir immense d'être ici avec vous aujourd'hui. Je remercie Marco et Laura pour cette excellente présentation. Ce que j'essaierai de vous raconter, c'est un autre aspect du même problème. En particulier, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'espace. Nous avons vu les merveilles qu'on arrive à faire à partir de la Terre, mais maintenant j'aimerais
vous amener à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut dire que la gravité est faite pour être étudiée dans l'espace. Nous allons voir dans l'espace qu'est-ce qu'il est possible de faire pour compléter le travail qu'on a sur la Terre. Et c'est le cadeau que nous a offert la relativité générale. Ça marche pas. Ah, voilà. Alors, la gravité est la plus mystérieuse de toutes les forces, malgré le fait qu'elle a été la première à être formalisée par Newton. C'est la seule des 4 forces que nous connaissons pour laquelle vaut le principe d'équivalence, c'est-à-dire que la charge gravitationnelle égale à la masse d'un corps. Qu'est-ce que ça signifie? Prenons une bouteille vide, nous la lançons, elle fait une parabole. Prenons une bouteille pleine, si nous la lançons, elle fait une parabole également. Et vous me direz, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Si nous les laissons toutes les deux, elles tombent. Ça, c'est à cause de la force de gravité. Ça fonctionne seulement pour la force de gravité. Si on utilise la charge électrique, ça n'aurait pas marché comme ça. La gravité, c'est la seule force pour laquelle il y a ce fait mystérieux l'élément qui détermine la force de gravité, qui est la masse gravitationnelle, l'élément qui détermine comment les choses bougent, qui est la masse inertielle, coïncident. La deuxième chose, c'est que la gravité est tellement faible que ce n'est pas surprenant que des tests de précision doivent être faits dans l'espace. Nous devons beaucoup à ce personnage, Einstein, que vous voyez dans la photo avec sa femme. Il a changé la façon de regarder le temps et l'espace-temps. Il s'est aperçu qu'on peut expliquer l'espace-temps comme un tissu qui se déforme grâce à la présence des masses. Et cela permet d'expliquer de façon magique les mouvements des planètes, les orbitations des étoiles, les trous noirs. Donc, on a vu la naissance d'un espace qui est déformable, qu'on peut modifier, un espace dans lequel il peut y avoir des connexions entre des points très éloignés. Donc, un espace beaucoup plus riche de caractéristiques par rapport à celui qu'imaginait Descartes. Comment est-ce qu'on peut étudier la gravité, vu que ce sont des effets très faibles, comme nous avons dit? Et comme nous avons dit, c'est très utile d'aller dans l'espace pour l'étudier. Nous verrons pourquoi. Alors, la première chose que nous devons étudier, c'est le mouvement d'une masse qui bouge librement à l'intérieur d'un champ gravitationnel. Fabriquer un corps qui bouge librement n'est absolument pas facile. Il faut que ce soit un corps qui bouge de façon libre, qui soit en chute libre, qui ne peut pas être touché ou soutenu, qui doit être protégé de toutes les autres forces. Et où est-ce qu'on voit ce phénomène? Eh bien, dans l'espace, nous voyons les objets flotter. Dans l'espace, nous avons les corps en chute libre. Vous me direz, mais c'est un système où la gravité agit. C'est vrai. Mais lorsque je suis en chute libre, au moment où je suis en chute libre, la gravité disparaît à tous les effets. Et ça, c'est le principe qui a permis à Einstein d'écrire sa théorie de la relativité. Parce que si on se laisse aller dans un mouvement parfait, l'effet de la gravité la gravité disparaît. Par exemple, si vous êtes énorme,
Si vous êtes énorme, essayez de sauter de la chaise pendant une fraction de seconde. Pendant que vous tombez, le poids disparaît. Vous n'avez plus la sensation du poids. Naturellement, pour faire cela, pour avoir un corps qui est en chute libre, il faut le protéger. Il faut le protéger de la pression, des radiations de la lumière, du vent solaire, etc. Mais si vous regardez par exemple ce qui se passe pour les astronautes à l'intérieur de la station spatiale, vous voyez cet astronaute qui est en train de disposer des planètes. Il reste en ordre parce que tout est en train de se bouger, tout en chute libre de la même manière. Et donc ça, ce sont les instruments qui nous permettent et qui nous servent à étudier les perturbations de la gravité comme le sont les ondes gravitationnelles. Faisons un petit détour. Non seulement la matière, les particules, les masses peuvent être utilisées pour étudier la gravité, mais également la lumière, les photons. Pourquoi? Parce que Einstein nous a enseigné que l'énergie d'un photon qui n'a pas de masse, que l'énergie équivaut à la masse. Et donc, lorsque le photon, même s'il a une masse nulle, lorsqu'il rentre dans un champ gravitationnel, subit une déviation. L'image que nous avons vue là est une image très particulière parce qu'elle nous fait voir ce qui se passe lorsque nous bougeons autour ou près d'un trou noir. Ce trou noir s'appelle Gargantua. Si vous avez vu le film Interstellar, vous voyez que lorsqu'on est à côté si on regarde à travers un trou noir, on voit que tout ce qui est derrière le trou noir est déformé. On a une perception déformée de tout ce qui est derrière lui. Et donc, petit à petit, que je bouge près du trou noir, je vois tout ce qui est derrière le trou noir qui petit à petit est déformé. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est comme ça. Et c'est ce que nous avons... c'est une étude très, très sérieuse. Ces choses-là, nous pouvons les faire grâce à des satellites qui bougent à l'intérieur du système solaire et qui envoient des signaux qui sont de l'autre côté de la Terre par rapport au Soleil. L'onde radio, par exemple, parcourt une orbite courbée entre le satellite et la Terre qui le reçoit. Et donc, petit à petit que nous passons derrière le Soleil, nous voyons cette déformation de l'onde radio qui est envoyée du satellite qui est derrière le Soleil. En utilisant un télescope très puissant qui permet de regarder très loin, et une sonde qui s'appelle Cassini qui a été construite grâce à des grandes collaborations européennes, l'ESA, nous avons réussi à faire ces mesures très précises où nous avons vu une lumière artificielle émise par une antenne construite par l'homme pliée à cause de la présence du Soleil. Si vous regardez ce graphique, il y a une ligne noire qui est la prédiction et il y a des petits traits verts qui représentent la mesure. Vous voyez, on n'arrive pas à les distinguer. Donc, c'est vraiment une mesure très précise et une confirmation des prévisions du fait que l'onde radio est pliée lorsqu'elle passe près du Soleil. Venons maintenant aux ondes gravitationnelles. Ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'était des mesures de type statique, c'est-à-dire prévues par la relativité générale, mais dans des conditions statiques. Les ondes gravitationnelles sont des perturbations qui changent l'espace-temps. C'est comme
l'espace-temps doit être imaginé comme un tremplin, un trampoline, le tissu d'un trampoline qui peut être déformé. Alors tout d'abord, rappelons les nombres en jeu, les fréquences ou si vous préférez la durée de ces phénomènes. Prenons la lumière par exemple. Nous savons que la lumière est un phénomène unique. Il y a une seule équation qui la décrit, qui va des ondes radio jusqu'aux micro-ondes, aux ondes radio, à l'ultraviolet, aux rayons X, aux rayons gamma. Tout cela fait partie de la lumière. Bien sûr, elle a des différentes propriétés d'interaction avec la matière selon sa fréquence. Puis, ces fréquences vont des kilohertz jusqu'à des milliards d'oscillations par seconde qui correspondent aux rayons gamma. Eh bien, pour les ondes gravitationnelles, nous pouvons les analyser de la même façon, c'est-à-dire en regardant quelle vitesse d'oscillation elles ont. Ce sont des phénomènes qui sont produits par des très gros objets, donc c'est difficile qu'ils aient des oscillations aussi rapides. Ce sont des phénomènes plus lents. Vous vous souvenez le signal de LIGO que nous avons vu il y a peu, le sifflement que nous avons entendu, elle durait quelques fractions de secondes. Mais les ondes gravitationnelles existent à des fréquences beaucoup plus basses, comme disait tout à l'heure Laura. Il existe des phénomènes d'ondes gravitationnelles qui durent des heures, des jours, des années. Et donc, ce que LIGO a vu, c'est un peu le paresseux de l'âge de glace, donc un peu agité comme ça. Ce que nous pouvons voir, ce sont des phénomènes beaucoup plus longs, plus lents. Je ne peux pas donner de comparaison parce que... Mais et la chose importante, c'est que chaque oscillation nous raconte une histoire différente, nous raconte de différents mécanismes de l'univers. Nous sommes vraiment en train d'ouvrir une énorme fenêtre sur l'univers. Et en regardant ce nouveau phénomène, nous sommes en train d'apprendre vraiment de nouvelles choses. Comment est-ce qu'on peut mesurer la courbature de l'espace-temps? Imaginez que j'ai une onde sinusoïdale de lumière qui est relevée par le révélateur à droite. L'espace-temps est la structure à carreaux que vous voyez derrière, et donc je vois la même oscillation que j'émets, je la vois de la même façon dont je la reçois, si l'espace-temps est fixe. Donc à gauche, il y a la source, à droite, il y a le révélateur. Si au contraire, l'espace-temps bouge et donc la distance de l'espace-temps change dans le temps, le récepteur reçoit une onde déformée en fréquence par rapport à celle qui a été émise. L'effet est très petit, comme nous avons vu tout à l'heure. Mais donc l'idée qui est à la base, c'est que je perturbe le chemin de la lumière et donc je peux donc relever cet effet en utilisant deux rayons de chemins de lumière différents, comme tout à l'heure nous a montré Laura. À terre, il y a ce réseau d'interféromètres qui est en construction, qui ont une sensibilité incroyable. Ils arrivent à percevoir 1/1000 du noyau d'un atome. Et il y a vraiment un champ de perfectionnement de ces instruments dans les prochaines années qui est en train de se développer, qui est vraiment incroyable. Mais dans l'espace, on peut faire quelque chose d'incroyable parce que le concept d'interféromètre, on peut l'extrapoler
Et on peut utiliser des bras d'interféromètres qui ont des millions de kilomètres. La Lune est à des millions de kilomètres. Le Soleil est à des millions de kilomètres de nous. Donc, la Lune et le Soleil sont à des milliers de kilomètres et nous pouvons construire des interféromètres qui ont des bras de millions de kilomètres. Et ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de construire des tuyaux, des tunnels dans lesquels voyage la lumière, mais il y a le vide. Donc, il faut juste faire attention que les objets que j'utilise soient effectivement en chute libre et qu'il n'y ait pas de satellites qui perturbent les rayons lumineux. Et donc, cela permet de relever des fréquences très basses. Une oscillation par heure contre une oscillation par seconde comme nous avons à Terre. LISA est un projet qui, depuis différentes années, se propose d'arriver à ce résultat. Il utilise des satellites qui sont éloignés des 5 millions de kilomètres et qui envoient leur signal sur des masses qui sont en parfaite chute libre, qui sont connectées entre elles par donc des rayons laser. Mais dans l'espace aussi, nous avons un effet très petit pour pouvoir mesurer la perturbation d'une oscillation qui dure 1 heure. Il nous faut un instrument qui ait la sensibilité d'un atome, donc moins précis que ce dont nous avons besoin à Terre, mais quand même, ça demande une grande précision. Et puis, il faut qu'il soit capable d'éviter des forces, insensible à des forces plus grandes du poids d'une bactérie. Donc, c'est quand même, là aussi, une sensibilité incroyable. Le senseur gravitationnel, ce corps qui tombe en chute libre, est un cube en platinium et en or. Nous, lorsque nous pouvons, nous scientifiques, nous faisons les choses en grand. Non, c'est simplement que ces matériaux ont des propriétés parfaitement adaptées au but que nous recherchons. Donc, il y a tout un système qui contrôle cette masse. Cette masse, lorsque nous la lançons, est renfermée dans une cage, dans une espèce de cage, et le satellite, lorsqu'il est en orbite, bouge de façon à ce que la masse ne ressente pas les déformations, les forces extérieures. Donc c'est comme s'il était vraiment en chute libre, quoi. Regardez ce type de signal. À vue d'œil, il semble pareil à celui de tout à l'heure, mais si vous regardez l'échelle temporelle, au lieu d'avoir une demi-seconde d'échelle temporelle comme nous avions dans la mesure de LIGO, vous voyez 4000 secondes, 5000 secondes. Et donc, l'échelle qu'on peut rejoindre est complètement différente. Si nous faisons l'analogie avec une orchestre, ça c'est une contrebasse. Tout à l'heure, nous parlions de la fréquence d'un violon. Et si nous voulons avoir un spectre complet de l'espace, on a besoin de toutes les fréquences. Et dans l'espace, nous arrivons à trouver des fréquences très basses. Donc, quand nous sommes dans l'espace, nous ne pouvons pas continuer à modifier les instruments, à les corriger. Une fois qu'on a dessiné et lancé l'objet, il doit fonctionner parfaitement parce qu'on a très peu l'occasion de réparer l'objet ou de le perfectionner. Donc, avant de lancer LISA, nous avions envoyé LISA Partner, qui était une version d'essai. C'est un lancement qui a eu du succès. C'est une expérience qui a été préparée pendant 15 ans. C'est
un bras de Lisa qui a été compressé à une dimension d'1 mètre et qui possède des lasers qui, au lieu de faire des millions de kilomètres, font seulement quelques centimètres, mais toute la technologie a été expérimentée sur cet instrument. Et donc, le résultat que nous avons obtenu avec cette version d'essai, c'est que nous avions une précision encore plus grande de celle que nous attendions. C'est un projet européen. Et il y a ce professeur de l'Université de Trento qui a guidé ce projet et a reçu la reconnaissance de la communauté scientifique pour valider le projet qu'il porte. Je vous ai expliqué que c'est donc quelque chose de délicat. Là, vous voyez les dimensions du satellite avant d'être inséré dans un système ultraspatial. C'est une simulation de l'espace. Pendant 10 ans, nous avons testé ces matériaux et cela a permis aussi de faire progresser des champs parallèles de la physique parce que nous avons étudié des phénomènes que nous n'avions jamais étudiés auparavant. Le 25 novembre et le 25 novembre 2015, avec peu de jours après la date prévue, nous avons envoyé depuis la Guinée française ce satellite. Et quelques jours, un an après presque, nous avons eu la confirmation de la théorie de relativité d'Einstein. Et penser Einstein a fait des prévisions qui ont eu besoin de 100 ans pour être confirmées. Nous sommes très orgueilleux de cela, mais peut-être que la prochaine fois, il pourrait faire des prévisions un peu plus faciles à relever. Bon, en bref, nous sommes vraiment en train de commencer une nouvelle façon de voir l'astronomie. Nous avons fait un pas fondamental dans l'astronomie fondamentale du XXIe siècle qui nous permettra de regarder l'univers non pas seulement grâce aux couleurs de la lumière, mais grâce aux couleurs ou au son, si vous préférez, des ondes gravitationnelles, qui nous permettent de rejoindre des choses qui sont impossibles à percevoir avec l'œil humain. Les trous noirs sont souvent cachés par des poussières, des phénomènes qu'on ne peut relever parce qu'ils interagissent avec la lumière, alors qu'on peut très très bien les relever grâce aux ondes gravitationnelles. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes si excités, tellement contents de ce nouveau pas dans la recherche scientifique, parce que c'est vraiment un pas énorme dans la connaissance de comment est fait notre univers. Je vous remercie. Écoutez, je profite encore quelques minutes pour faire une question, pour poser une question à Laura et à Roberto. Nous avons vu, on a vraiment entendu avec lui et avec tous nous-mêmes l'énergie et la passion, la vraie passion qu'il y a sous ces désirs de connaître, d'interroger la réalité et de rechercher. Alors je voudrais demander à nos invités,
en pensant à leur expérience des scientifiques, mais aussi d'hommes et des femmes. Qu'est-ce que dans toutes ces années, ils ont augmenté cette passion pour continuer ce travail? On voit qu'il y a beaucoup de jeunes ici et donc peut-être quelqu'un est dans un moment où il s'interroge pour son futur, pour ces genres de choses, d'arguments, de sujets. Qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes en base à votre expérience? Ce que je peux dire, c'est, je peux raconter mon expérience personnelle. Une des choses dont je me suis sentie orgueilleuse en tant qu'Italienne, c'est l'héritage, de Léonard de Vinci, de Galilée. Cette curiosité de connaître, d'explorer l'inconnu pour augmenter la connaissance de qui nous sommes et d'où nous venons. Ça m'a vraiment motivée au fil des années. Lorsque j'ai laissé l'Italie et je suis allée à l'étranger, il y a toujours eu un peu la peur de l'inconnu, du nouvel environnement, de laisser la famille. Mais cette envie de connaître m'a toujours accompagnée. Donc, l'encouragement que je donnerai à un jeune aujourd'hui qui aimerait faire de la recherche, qui aimerait explorer le monde, c'est de continuer à croire dans la capacité de notre humanité, de connaître, de s'enrichir, l'esprit d'aventure et même le savoir compter sur la collaboration. Ça aussi, c'est une chose qui m'a beaucoup aidée, surtout au moment où j'avais un peu plus peur. C'est que j'avais autour de moi une collaboration qui est devenue une famille. Et donc, il faut continuer à se fier, à faire confiance à nos collègues, à nos collaborateurs, avoir l'esprit d'aventure, le vouloir connaître et ne pas avoir peur de s'éloigner. C'est vrai que nous ne pouvons pas tous nous permettre de nous éloigner. Moi, j'ai été très chanceuse d'avoir eu l'appui de ma famille, de personnes qui m'ont vraiment encouragée au fil des années. Ça, c'est pas possible pour tout le monde, mais tous, on peut avoir cette curiosité, cette envie de connaître. Donc, croyez-y vraiment et continuez à la suivre. Moi, je pense que si quelqu'un a eu le don de la curiosité, ce quelqu'un, cet homme ou cette femme est une privilégiée. Et si ce privilégié ou cette privilégiée veut vraiment utiliser de façon utile, veut exploiter au maximum ce don de la curiosité, les sciences sont vraiment un champ dans lequel il trouvera énormément de satisfaction. Et la satisfaction de répondre à des questions plus ou moins profondes, plus ou moins fascinantes. Il n'y a pas beaucoup plus que ça. Ne pensez pas que devenir des scientifiques vous porte à la richesse, au bonheur ou à d'autres choses de prestige. Non, au maximum, souvent, la vie des scientifiques est une vie de grands sacrifices. Aujourd'hui, il y a des grandes collaborations, donc c'est même presque des travaux sociaux. Mais à l'intérieur de ces collaborations, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à répondre à ces questions, qui les ont rendus curieux il y a 10, 15 ans, 20 ans. C'est un peu la question, on pourrait le résumer dans le slogan « Stay hungry ». Donc, rester curieux, désireux d'obtenir quelque chose. La science, je vous l'assure, vous met dans cette condition extraordinaire que peu d'autres choses peuvent donner. Donc, pour ceux qui ont cette sensibilité, je peux simplement vous conseiller de ne pas baisser les bras. Le chemin, la route doit être dessinée.
Mais il y a des conditions importantes. Il faut trouver des bons maîtres. On ne devient pas des scientifiques tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui, dans notre vie, au lycée, à l'université, dans le travail, à l'étranger, il y a toujours quelqu'un qui nous aide à progresser. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire tout seul. Donc, stay hungry, rester affamé, de trouver des bons maîtres. C'est pas l'important, c'est pas de participer. Et il faut participer pour gagner. C'est pour ça qu'il faut le faire avec les meilleurs. Il faut suivre les meilleurs. Et donc, il faut tout le temps pointer aux meilleures universités. L'université italienne a une formation très bonne pour beaucoup d'aspects. Il y a des investissements différenciés, mais par exemple dans le domaine des études spatiales, il y a beaucoup d'investissements en Italie. Mais il y a beaucoup de collaborations. Il y a le CERN, il y a l'ESA, il y a la NASA. Il y a beaucoup de côtés positifs et beaucoup aussi de côtés difficiles, bien sûr. Beaucoup de jeunes, par exemple, n'arrivent pas à développer en Italie leur vocation scientifique. Espérons que ça changera. Mais ça ne doit pas limiter ceux qui sont vraiment curieux et ont envie d'entreprendre cette route. Parce que c'est impossible de savoir aujourd'hui comment sera réalisé ce type de vocation. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que la tension qui vous porte sur cette voie est positive. Est d'elle-même quelque chose qui vous soutient dans le temps et que vraiment, si on suit des bons maîtres, on peut obtenir de très bons résultats. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu de grands maîtres, de vraiment maîtres qui nous ont fait faire un pas vers cette ouverture, vers une curiosité, vers les dons de la curiosité que Roberto venait de dire, et qui nous ont fait entrevoir la collaboration que Laura disait auparavant est vraiment un sujet où des personnalités peuvent grandir comme ils sont. Vraiment, l'univers n'arrête jamais de nous surprendre parce qu'on a vu et touché et entendu aussi aujourd'hui. Et je dois dire que je suis vraiment touché par ce fait parce que cette fois, l'univers nous a surprendu, pas parce qu'il nous a montré quelque chose d'étranger, d'inattendu, mais vraiment parce qu'il a répondu à une attente qui durait depuis 100 ans, depuis beaucoup de temps. Et peut-être les réponses qui nous surprennent les plus, c'est les réponses que nous attendons depuis beaucoup de temps. Et c'est une dialogue très fascinante et dramatique avec la nature que ce parcours de curiosité et de désir de connaître nous amène à vivre. Les physiques, quand ils font un expériment, interrogent la réalité. Mais après, ils doivent attendre la réponse. On ne peut pas décider comment l'univers est fait. C'est comme ça quand arrive, quand un signal, même imperceptible, il y a une nette impression de toucher un donné qui existe, qui a, pas grâce à nous, avant de nous. Et c'est à nous de reconnaître, de accueillir ça. Il y a une phrase que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai peut-être déjà dit, de Chandrasekhar. C'est un grand prix Nobel, physicien prix Nobel. Et aujourd'hui, on arrive à voir grâce à les ondes gravitationnelles, avec quelques étranges façons, quiconque fait
je n'ai jamais eu l'impression que cette découverte a été quelque chose de moi, qui vient de moi. Mais il y a quelque chose avec qui je me suis rencontré parce que j'ai eu la chance de la rencontrer. Ce n'est pas une chose qui venait de moi. Cette rencontre nous fait connaître tout de ce phénomène. Laura disait avant qu'on est au début maintenant. On est vraiment à la fenêtre qui vient d'être ouverte. Mais quelque chose de nouveau, de nouvel est arrivé dans notre horizon. Et ça nous donne quelque chose, un sens de gratitude, de beauté. Et on remercie vraiment nos invités parce qu'ils nous ont ouvert à une aventure extraordinaire. Merci.